qui est donc maître de conférence à l'Université de Tokyo, il est l'honneur de venir. Alors, qui s'est interrogé dans le cadre d'un ouvrage intitulé La légalité de l'art, publié en 2020 aux éditions du CERF, qui a interrogé donc la question du théâtre au miroir de la casuistique, donc sa présence à cette journée d'utilité non seulement éclairante, mais absolument nécessaire, et qui va actuellement donc, nous parler, nous éclairer sur le suivant, Nicole Escobar et compagnie, une relecture du traité de la comédie. Alors, je vais commencer assez rapidement. Vous voyez, je sais tellement bronzé, j'ai besoin de temps pour m'installer, pour me calmer. Mais quand même, je vais commencer. Et d'abord, un mea culpa. Ce que j'ai choisi d'envisager aujourd'hui devant vous, cela ne concerne pas directement Port Royal et le théâtre, mais plutôt les ennemis du Port Royal et le théâtre. Même si, il est vrai, mon point de départ se placera dans le traité de la comédie de Pierre Nicole, et même si également, j'espère, au bout de mon exposé, ce traité-là de Nicole, apparaîtra sous une lumière un peu nouvelle. Mais d'abord, de quoi a-t-il choix de parler des ennemis du Port Royal et du théâtre? Il faut s'expliquer par un léger malaise que j'ai éprouvé il y a plus d'une dizaine d'années, tout à coup, vis-à-vis d'une expression bien reconnue dans le milieu 17e, expression donc celle de créer du théâtre, ou encore de créer la moralité du théâtre. Quant à ce que désigne cette expression de facture, il n'y a pas de place pour le dissentiment. Il s'agit bien sûr de cette série de condamnations répétées au cours du siècle par plusieurs auteurs, dont la plupart des hommes religieux. Notamment celle des années 60, pour laquelle Nicole est le champion majeur, et celle qui menait dans l'année 94 par plusieurs théologiens avec contre Jacobini Boschu et contre ce pauvre père Francesco Chiara. Et jusque-là, donc, rien à dire. En revanche, si certains chercheurs continuent encore à utiliser le mot cruel, on ne peut pas ne pas voir qu'il y a là une lacune un peu troublante. Comme Marc Mallory le disait voici plus d'un demi-siècle, on parle beaucoup des accusateurs du théâtre, on parle beaucoup moins, on n'évoque même pas l'autre partie intéressée, c'est donc des défenseur du théâtre, dont l'existence peut-on être logiquement supposée avec l'usage de termes cruels. Ce constat donnerait toute une raison au choix terminologique de Laurent Turin, qui a voulu que son livre fondamental, L'aveuglement salutaire, soit sous-titré Le réquisitoire contre le théâtre dans la France classique. Réquisitoire. On serait choisi un peu plus juste. Maintenant que les avocats de théâtre demeurent à peu près innovés. Et tout loin de moi, dès lors, l'idée de constater à l'égard de l'auteur de ce livre qui restera notre première référence sur la matière, selon la curiosité naïve, va pousser à retourner encore une autre la question. Le théâtre n'avait-il vraiment pas d'amis parmi les théologiens? Je ne parle pas du public. Hein. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, je devrais apporter quelques pièces justificatives, jusqu'à aujourd'hui plus ou moins ignorées,
pour les examiner avec vous, afin de savoir s'il n'est vraiment pas fondé de restituer la dimension de controverse à cette affaire apparemment déjà classée. Or, ici, la question, l'on fait ou la réponse, parce que oui, je pense, à propos de l'affaire dont je parle, on a la légitimité, au moins dans une certaine mesure, de l'appeler frère. Mais peut se dire, je serais de façon circulaire obligé de nommer ouvertement ces supposés théoriciens favorables au théâtre, à l'art dramatique. Et toutefois là-dessus également, la réponse s'affiche déjà dans mon titre, même si de façon elliptique et approximative. Il s'agit de la compagnie de Jésus, ou par la compagnie jésuite, et avec peu nous présentons ici Escobar y Medros. Et voilà, avance, et peut-on maintenant, je prends un recul nécessaire pour avancer quelque peu comme si je marchais en aveugle. Et mon point de départ, comme annoncé, se fixe dans le traité de la comédie de Nico. Il serait superflu de résumer le contenu de ce fameux traité. On nous cite régulièrement comme peu Maxime cette phrase: la comédie par sa nature même est une école et un exercice de vie. Effectivement, elle se plaît à représenter différentes passions charnelles et sensationnelles, et cela aux fins de divertir le public. Et or, le divertissement de la sorte engendré ne sera jamais innocent. Et Dieu s'est dit constituant une réalité psychophysiologique à part, trompe et habille les spectateurs et les conduisent au débauchage dans leur bière. Le théâtre demeure à ce titre, tout comme dans les temps de Saint-Augustin par exemple, une pompe diabolique qui vient servir l'empire des sens. Et voilà l'argument principal du traité, si bien connu, qui ne laisse peut-être plus de mystère. Mais osons l'interrogation. Pourquoi une telle vigilance devient une accusation si zélée, si sérieuse? Écoutons alors ce que dit l'auteur à la suite du texte. Je citerai le texte d'après son édition initiale de 1767. Et une des grandes marques de la corruption de ce siècle est le soin que l'on a pris de justifier la comédie et de la faire passer pour un divertissement qui se pouvait allier avec la dévotion. La comédie est de nature injustifiable. Là, c'est conclu depuis le temps des premiers pères. Et ce qui est propre aux mœurs contemporaines, aux revanches, c'est ce soin d'établir une alliance entre la dévotion et la mue du théâtre. Rien d'étonnant, dit-on encore, quand on songe au déferlement de la culture théâtrale de l'époque. Mais à ce propos, un vrai appel s'impose. À survoler, par exemple, une série de tentatives littéraires de réhabilitation du théâtre, depuis l'apologie du théâtre de Scudelli jusqu'à la pratique du théâtre et même la dissertation sur la condamnation du théâtre de Dauvignac, en passant par ces deux comédies des comédiens de Guggenot et de Scudelli une fois de plus, ainsi que l'illusion comique du Grand Corneille, on ne découvrira pas une seule allusion aux choses religieuses, encore moins une trace de cette tentative, cette entreprise d'allier le théâtre et la dévotion. Et cela constaté, donc, la question doit se poser. Et à qui pensait Nicole à la vérité? Et la clé d'interprétation peut se trouver dans le passage suivant, qui fait suite à la dernière station. Et le caractère de ce siècle est de prétendre allier ensemble la piété et l'esprit du monde. On ne se contente pas de suivre le vice, on veut encore qu'il soit honoré et qu'il ne soit pas flétri par le nom honteux de vice, qui trouble toujours un peu les plaisirs que l'on y prend, par l'horreur qui l'accompagne. On tâche donc de faire en sorte que la conscience s'accommode avec la passion et ne la vienne point inquiéter par ces importants remords.
on voit que le thème d'alliance est une constante déjà obsessionnelle. Cette fois, plus significatifs sont les vocables. Excusez-moi. J'ai perdu mon texte. Ça. Excusez-moi. Et cette fois, les significatifs sont les vocables qui apparaissent dans la suite. Conscience, remords, voleur, à l'égard du nombre de 10. Une petite chaîne de terres, tous plus ou moins lucratifs à la littérature confessionnelle ou pénitentiaire. Il est alors tentant de supposer que la condamnation nicolienne ne se dirige pas seulement vers la théatrophilie telle qu'elle, mais aussi, ou même plutôt, vers un certain marché, trafic, secret, parfois équivoque, qui se fait dans le fond de l'art des théatrophiles entre leur bonne conscience et leur mauvaise conscience. À cet égard, c'est Prince de Cocu qui peut venir appuyer ma supposition. Cet illustre royal, jadis protecteur de Molière, mais converti en jansénisme à l'âge de 26 ans, rédige un traité bien militant contre le spectacle et la comédie en 1666, c'est-à-dire un an avant celui de Nicole. Et le livre accuse d'entrer en jeu les amateurs du théâtre comme autant d'hypocrites, parce qu'ils acceptent d'une part superficiellement les mystères de l'évangile, des Conti, et fixent d'autre part néanmoins les maximes pratiques qu'elles imposent peuvent s'accrocher à leur mode de vie délégué et débauché. Et le prince de continuer ainsi. Les amateurs de théâtre, ils sont même fortifiés dans leurs erreurs parce qu'ils les voient autorisés par l'exemple ou par l'approbation de beaucoup de personnes qui ont une piété feinte, peu éclairée, et qui accommodent les maximes de l'Évangile au relâchement de leurs mœurs. Le propos est bien né. Longuement un peu le théâtre n'est rien d'autre qu'un avatar de l'inclination générale des fidèles indécis, irrésolus. Puis, il se trouve même authentifié par l'approbation, l'exemple donné de la part de beaucoup de personnes d'une piété feinte, peu éclairée, et je veux le souligner, qui accommodent les maximes de l'Évangile au placement de leurs mœurs. De quelles personnes s'agit-il en concret? Est-il un encore qui édite aussi ce texte en s'intéressant au verbe accommoder? Et Nicole aussi utilisait la forme pronominale, s'accommoder. Et il écrit dans la note de page ceci. Et le simple usage du verbe accommoder renvoie sans ambiguïté à l'époque aux jésuites et aux casuistes dits relations. Certes, selon Pilcher, accommodant signifie qui est facile, qui devient ce que les autres veulent. Mais à propos de cet adjectif, bien sûr, rien de plus royal que de consulter les provinciales de Pascal, qui donne en effet, dans une page de la lettre 5e, une description on ne peut plus flagrante. La foule des casuistes relâchés, sauf à la foule de ceux qui cherchent le relationnel. C'est par cette conduite obligeante et accommodante qu'il tend les bras à tout le monde. Ainsi, le chemin est ouvert grâce à Piluin, le chemin de la casuiste, sans peu autant que lui-même ne l'ait pas davantage possible. Donc, essayons donc de le prendre. Et c'est en ce moment précis que l'autre protagoniste entre en scène. Antonio Escobar y Mendoza, jésuite d'origine espagnole et casuiste de son vivant hautement renommé. Il est de nos jours avant tout comme la victime la plus favorite de Pascal. Et si bien son patronyme a donné naissance au substantif Escobartuli,
comme synonyme d'hypocrisie et de plus habituel. Et or, si je cite ici son nom, c'est précisément que dans son ouvrage magistral, Liber Theologiae Moralis, premièrement publié en 1644, il se prononce au sujet de la moralité du théâtre comme suit. Ceux qui représentent des comédies contenant des choses stupides ou de manière à exciter fortement la mœur pêchent mortellement. Et cependant, ceux qui y assistent peuvent acquérir quelques connaissances de peur une bonne par eux, peur une autre bonne raison, ne pêchent pas. Voilà, désolé de ma traduction de mauvaise qualité, hein. Mais en tout cas, le propos est assez bien clair. Et un casuiste a son mot à dire sur le théâtre. Et la position ici avancée est certainement assez clémente. S'il est incontestable qu'une représentation théâtrale turpide est digne du péché, les spectateurs, quant à eux, ont les chances de pouvoir y échapper, à condition qu'ils veuillent l'avoir pour une quelconque bonne raison, comme par exemple celle d'apprendre de sang-froid comment savoir éviter les turpitudes de la vie. Le théâtre est une école de vie, certes, mais ouverte à de bons usages éventuels. Et la proposition qui donne ainsi approbation aux amoureux du spectacle en les déculpabilisant semble bien justifier une appréhension telle que l'exprimait à Nicole Ponty, et c'est une coïncidence. Pierre Nicole peut ne parler que de lui désormais. En était-il au courant de ce genre d'escroquerie? Oui, probablement. Souvenons-nous d'abord qu'il a assisté Pascal dans la rédaction des Provinciales comme un documentaliste, surtout côté casuistique. Et de plus, il a traduit les Provinciales en latin en augmentant à cette occasion largement les stations des casuistes. Naturellement, donc, alors, il devait être lecteur très averti d'Escobar. Et plus spécifiquement, qu'en est-il de cette proposition que je viens de citer, alors, cette citation? Dommage, les Provinciales ne le mentionnent pas, ne le citent pas. En revanche, dans la lettre 9e, on peut relever une autre citation d'Escobar qui examine la question de savoir si la parure, le maquillage, ornatme est un péché ou non. Et à la vérité, dans le texte original de Liber Theologiae d'Escobar, cette autre citation se place seulement quelques lignes après notre dernière citation. J'ai le regret de ne pas présenter donc alors l'édition originelle. Mais en tout cas, c'est vraiment, ça se côtoie. Et tout compte fait, il est plutôt difficile donc d'imaginer que Nicole ait pu négliger ce que disait Escobar du théâtre. Il l'a lu sans aucun doute. Et voyons en passant ce que dit notre père jésuite à propos de la parure. Je le cite cette fois d'appeler la traduction de Pascal. Science part sans mauvaise intention, mais seulement peut satisfaire l'inclination naturelle qu'on a à la vanité. Op naturalem fastus inclinatione, ou ce n'est qu'un péché vénien, ou ce n'est point péché du tout. Alors, bien sûr, le thème de parure, maquillage, est presque annexé au thème du théâtre, oui, bien sûr. Mais plus important ici est d'apercevoir, saisir ce qui se partage en commun entre les deux positions déjà citées en question d'Escobar. Non pas sur le plan thématique, mais sur le plan argumentatif. Abstraction faite de la variation de sujets abordés, théâtre ou parure, elles apparaissent presque toutes identiques
car dans tous les deux cas, dans toutes les deux propositions, le degré de péché de l'acte, voir par exemple une pièce théâtrale, ou maquiller, ou se maquiller. Donc, le degré de péché de l'acte se détermine en fonction exclusivement de la bonté ou malignité de sa finalité. On atteint finis. Alors, direction d'intention, dirait-on dans un langage jansénisme, direction d'intention qui, au même titre que le probabilisme, signerait, du point de vue janséniste, de plus manifestement l'hypocrisie des casuistes, en l'occurrence largement assimilée aux jésuites. On veut encore que l'esprit du monde soit honoré, disait Nico au début de son traité de la comédie. Serait-il trop fantaisiste d'y voir un écho, dicter un écho, ou une reprise de la campagne des provinciaux d'une dizaine d'années auparavant? Mais au lieu d'épiloguer davantage, je retournerai de nouveau au traité de la comédie de Nico, peut présenter un autre passage qui nous permet d'attester le lien qu'il existe dans Nico entre la critique du théâtre et la critique de la casuistique. C'est un peu long, mais le voici. Le moyen qu'emploie que cela peut s'assurer du théâtre une jouissance douce, tranquille et consciencieuse, selon le thème de Nico. Ceux qui sont les plus subtils et de se former une certaine idée métaphysique de comédie et de purger cette idée de toutes sortes de péchés. La comédie, disent-ils, est une représentation d'action et de parole qu'on présente. Quel mal y a-t-il en cela? Et après avoir ainsi justifié l'idée générale de comédie, il croit avoir trouvé qu'il n'y a donc point de péché aux comédies ordinaires, et ils y assistent ensuite sans scrupule. Et l'auteur s'interroge ici sur la version qu'il considère comme la plus sophistiquée de l'apologie du spectacle. Et là, c'est la notion de représentation qui se voit attribuer un rôle central. Mais dans quel sens exactement? Laurent Tilloy, lui, suppose que l'usage du terme représentation renvoie ici à la conception aristotélicienne de la mimésis poétique, mimésis faite non par le moyen d'une narration, alors comme dans l'épique bien sûr, mais par des personnages en action sur scène. Et en s'appuyant de plus sur les mots purgés et métaphysiques qui feraient tous deux allusion aux philosophes grecs. Et sans prétendre invalider cette hypothèse du maître, je suis seulement tenté d'en présenter une autre également possible. Et pour cela, je voudrais me concentrer sur le mot métaphysique. Qu'est-ce qu'il faut ici entendre par ce terme? Furetière, à partir de sa deuxième édition 1701, nous apprend métaphysique, se dit aussi de ce qui est trop abstrait, trop subtil, et donne peu d'illustration, un syntagme très laconique, des preuves abstraites et métaphysiques. Et qu'il dit en province de Nico, vraiment ça signifie Nico. Et j'ai pu trouver par chance un endroit correspondant, avec une petite variation, dans une page de traité de l'éducation d'enfance, publié en 1670. Il est certain, Pascal, c'est Nicole qui dit ça, il est certain que Pascal avait quelques éloignements de raisonnement abstrait et métaphysique que plusieurs ont employé que l'établissement des vérités de la foi. Et ainsi le mot métaphysique, dans le contexte un peu voisin de nôtre, se trouve-t-il apporté par Nicole soi-même à certains types de raisonnement théologien
ici apparemment jugé aberrant à force d'abstraction et de subtilisation. Et ironie des choses, c'est le dictionnaire prévu qui nous apporte une précision décisive à cet égard. De fait, ce peluron de la culture jésuite, dès sa première édition de 1704, tout en lui prenant fidèlement la définition donnée par Furetière, ajoute que dans ceci, un cas métaphysique est un cas qui n'est point réel, qui ne peut arriver que fort difficilement, et qui ne doit point s'élever de l'aide que la conduite de vie. Ainsi, le mot métaphysique s'avertit bel et bien associable à cette science qui se fonde sur le cas par excellence, qu'est bien sûr la casuistique. Alors, la dernière question. Quelle forme peut prendre un cas métaphysique casuistique lorsqu'il s'agit de la question de la moralité du terme? Comme celle-ci, par exemple. Ceux qui assistent à des comédies ou lisent des livres peuvent être excusés, même lorsqu'ils présentent des choses turpides ou criminelles. Si la délectation ne vient pas de la chose représentée, mais de la représentation elle-même, ce n'est pas un péché mortel. Qui est l'auteur de cette sentence? C'est Antonino Diana, casuiste italien, et aussi hautement réputé qu'Escobar, dont il est exact contemporain. Bien cistercien, et donc non pas jésuite, lui aussi est caricaturé dans les provinciales à plusieurs reprises. Et sa thèse ici est produite par son caractère minimaliste, parce qu'elle sépare d'un seul coup la représentation elle-même, on attend une représentation ipsa, et la chose représentée laisse représentable, en dissociant ainsi toute représentation du contenu qu'elle représente, contenu qui, quant à lui, puisse être le plus digne et plus indéfendable moralement. Mais cela, enfin, peu importe, parce que la représentation elle-même, on est idéalement isolé, de manière, finalement, à purifier, à purger, comme disait Nicole, toute délectation théâtrale. Et comme telle, la proposition de Diana correspond parfaitement à ce que Nicole disait des gens qu'il appelait les plus subtils. La comédie, disait-il, est une représentation d'actions et de paroles comme présent. Quel mal y a-t-il en ça? Alors ça revient à dire que le combat mené par Nicole n'était ni tout à fait chimérique, ni tout à fait spéculatif. Au contraire, c'était un combat contre une certaine conception dite métaphysique du théâtre. Voilà. Et bien sûr, cette métaphysique casuistique, minuscule, n'est pas tombée du ciel. Quels sont ces arrière-plans doctrinaux qui sont en fait assez compliqués, assez lourds? Quelles sont ces répercussions dans l'espace intellectuel contemporain? Et quelle peut être sa portée philosophico-esthétique générale si elle en a une? Autant de points qu'il faudrait approfondir. Mais j'ai déjà dépassé le temps qui m'est apporté. Alors j'espère simplement avoir pu tout au moins montrer deux choses. D'un côté, au XVIIe siècle déjà, le théâtre avait certainement ses amis.
vrai ou faux, c'est une autre question. Et ces amis-là étaient d'ailleurs bien nombreux. Alors, je n'en ai pu nommer que deux, Escobar et Diana. Et de l'autre côté, les ennemis du théâtre eux-mêmes les reconnaissaient, en tout cas leurs ennemis, sans aucun doute, comme quelques détails de leurs textes en témoignent, comme je les ai examinés. Ne fût-ce qu'en filigrane et d'une manière très simplicite. Voilà. Tout cela signale le tout petit début d'une piste à explorer encore et dont la plupart restent aujourd'hui dans l'ombre et donc qui apprend une lumière plus salutaire que la faible lumière. Voilà. Merci de votre patience. Pour échanger avec M. Kozłowski. Donc la parole est à la salle, s'il y a des questions. Merci beaucoup pour votre intervention très intéressante. Je me demandais si, alors si je me rappelle bien, le prince de Conti, oui, à un moment donné, fait une exception. Il dit que la tragédie grecque, par contre, ça peut passer. Oui. C'est une façon un peu provocatoire, mais est-ce que derrière les ennemis du théâtre, il n'y a pas plutôt les ennemis d'un certain théâtre? Et est-ce que ces ennemis ne peuvent pas devenir des amis? Je ne me souviens plus de ce qu'on disait côté du théâtre grec, mais pas peut-être. Ma réponse est un peu décalée. Mais par exemple, un peu de même manière, assez plus tardivement au Fénélon, il y a un peu prendre une position. Donc, alors, le théâtre, c'est un peu voilà, quelque chose de dangereux, et tout ça, voilà. C'est d'accord, mais chez les Grecs, c'était une autre chose. Voilà. Et donc, peut-être aussi, même au milieu du XVIIe siècle, par exemple, Dorignac disait la même chose. Ça dépend. Tout simplement, ça dépend des temps. Donc, chez les Grecs, c'était une autre chose que d'aujourd'hui. Mais alors que, par exemple, les ennemis, vraiment foncières du théâtre, donc rejettent cette thèse de variation selon les temps. Voilà. Alors, il y a quand même les ennemis du théâtre, ils ne constituent pas monobloc, bien sûr. Peut-être que vous connaissez mieux. J'avais une question concernant, j'aimerais revenir au Liber Theologiae Moralis. J'ai noté qu'il y a quand même une différence de traitement entre, selon qu'on est acteur ou spectateur, c'est-à-dire qu'il y a clairement une contagion qui peut être évitée par le fait effectivement de s'attacher à la métaphysique, à la représentation et à une certaine distance qu'on peut mettre entre soi-même et les passions qui sont présentées. En revanche, cette distance-là est considérée comme strictement impossible pour l'acteur. Il me semble que les amis du théâtre restent malgré tout partiaux et sélectifs. Donc, ma question est double. Est-ce qu'il faut l'interpréter dans une façon, je pose la question de façon un peu provocatrice, hein, mais selon un certain cynisme de la part des casuistes qui excusent ceux qu'il faut excuser parce qu'ils ne sont pas dans une position de supériorité? Et ma deuxième question est, est-ce qu'il y avait des amis inconditionnels du théâtre qui allaient jusqu'à réduire cette distance et expliquer que justement que dire que les acteurs pouvaient à l'occasion se distancier de cette contagion, éviter cette contagion dont parle Laurent Thiroin? Merci. Et pour la première question, peut-être, voilà, les casuistes, ils sont évidemment des hommes cyniques par excellence. Mais, comment peut-être j'aurais dû développer davantage de ce côté-là. Alors, si les casuistes laxistes donc, développent quelques arguments en faveur des spectateurs,
je pense que les spectateurs, ils sont assez capables, intellectuellement, spirituellement, de distinguer leur représentation et le contenu que cette représentation représente. Donc, voilà, pour eux, les spectateurs, ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas possible d'être ça. Alors que les détracteurs du théâtre, donc alors, nous sommes toujours dupes de ce que nous voyons. Alors, il y a une parfaite symétrie de la vision de la capacité des spectateurs. On a d'abord au peut dire ça. Et peut-être qu'il y a beaucoup de choses à dire en même temps, mais je passe à la... donc, quant au statut des acteurs pour les casuistes. Voilà. Et au XVIIe siècle, à ma connaissance, donc, il n'y a pas de, quand même, il n'y a pas de casuistes qui sont allés jusqu'à défendre inconditionnellement les acteurs. Peut-être qu'il n'y en a pas. Mais avant, par exemple, au Moyen-Âge, c'est pas du tout même logique qu'il s'agit, mais il y a quelques papes, Alexandre III, je crois, le métier de comédien, le métier d'acteur est quand même justifiable quand cet acteur, comédien, danseur, n'importe quoi, il ne sait pas d'autres métiers. Donc, ça veut dire que quand il ne sait vivre avec ce métier-là, alors ça justifie. Ça justifie son activité, mais évidemment, ça c'est pas la même chose. Bon. Mais alors, oui, je me souviens presque plus de son nom. Peut-être je vais apporter après ce nom. Il y a quand même un théologien qui a largement pris une position plus poussée. Jusqu'à dire que le théâtre vraiment, peut être vraiment vertueux. Mais d'ailleurs, peut-être. Voilà. Mais bon, je suis un peu confus. Désolé. Oui, en vous écoutant, je me demandais si au fond la colère de Nicole et le problème, c'était véritablement le théâtre ou la question de la messe. Parce que il y a la question de savoir si c'est présent ou si c'est une représentation qui fait allusion à quelque chose. Et cette idée me vient à la remarque que vous venez de faire, les casuistes sont cyniques. Et comme je viens d'éditer Les Provinciales et de passer un certain nombre de mois avec Escobar et Diana, ce qui me frappe, c'est qu'ils ne sont pas tellement cyniques. Ce que leur reproche Pascal, c'est de s'accommoder à tout pour attirer des gens dans les églises, comme les comédiens ou les dramaturges veulent attirer des spectateurs dans leur salle. Et est-ce qu'au fond, l'idée, c'est pas derrière qu'il y a un usage de la comédie qui pointerait qui pourrait être un usage, vous voyez, de la messe, en fait, du sacrifice, et que c'est ça qui paraîtrait très dangereux à Nicole. En fait, il percerait très bien que chez les jésuites, derrière, c'est un usage du sacrifice de la messe par une représentation, et c'est au fond ça qui serait le nœud de la guerre entre eux. Est-ce que le théâtre n'est pas le lieu d'une polémique qui le dépasse complètement? Est-ce que ça vous semble absurde Peut-être, vous savez déjà peut-être la réponse, mais c'est tout à fait concevable. Mais la question un peu me dépasse. J'ai pensé à approfondir ces rapports entre la messe et le théâtre, oui. Et d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui y songent, c'est ce parallélisme, mais textuellement, il n'y a pas d'indice. Mais
j'ai pas de réponse définitive. Non, c'est vraiment vous entendant. Je me disais après tout, est-ce qu'en attaquant ce type d'usage de la comédie, c'est pas une manière de concevoir la messe qu'il s'agit absolument de barrer, d'interdire, parce que les deux discours, il me semble que les deux problèmes sont contemporains quand même. Oui, ça c'est peut-être une piste. Non, mais c'était simplement pour aller dans votre sens. C'est une question que je me pose en vous entendant tous les deux, notamment en regardant les mots de cette citation sur la question de la présence en fait. Mais oui, c'est ça. Est-ce que c'est une présence réelle ou une représentation? Et c'est une question qu'on se pose aussi au théâtre sur les mots. Est-ce que c'est vraiment... Servane, je crois que Servane a quelque chose à ajouter. Non, parce que pour cette question-là, effectivement, le problème c'est... je vais en parler dans mon je vais en parler juste après, mais clairement, la présence réelle. Il se trouve même... il y a quand même un scoop énorme, c'est que la personne qui ici s'occupe d'expliquer la messe, le pédagogue de la messe ici, il appelle ça la représentation vive, et c'est exactement le même terme qu'utilise Racine pour traduire la mimésis. Donc oui, clairement, moi c'est ma thèse. Mais donc globalement, ce qui se passe, c'est que ce qui est le scandale, c'est qu'on puisse être plus capable d'être présent d'attention et de cœur à des choses qui sont fausses sur la scène, plutôt qu'au mystère de la présence du corps de Jésus-Christ dans le style. Donc, le scandale, il est là, entre autres, mais c'est que... de même qu'il y a un scandale dans le fait qu'on est plus capable d'être sensible à un écran plutôt qu'à la personne qu'on aime qui est juste à côté, il y a le même scandale entre ce qui se passe sur la scène et le corps de l'humanité. Ou de préférer les tableaux aux originaux. Aussi. Qui est exactement oui, les questions. De l'opéra, de la musique, c'est on est dans de l'émotion aussi. Pourquoi est-ce qu'on n'attaque pas à ce moment-là aussi l'opéra, la musique? Il a été, bien sûr, émotion. Voilà, mais évidemment, peut-être, donc alors, à l'époque déjà, les théologiens, ils pensaient, mais alors qu'ils ne parlent pas explicitement de l'opéra. Vous voyez, donc alors la théologie, voilà, oui, parce que la casuistique est un système un peu de discours. En un sens, un peu on fait le messe chez soi-même. Donc, si par exemple, voilà, donc alors, j'ai cherché évidemment les rubriques qui traitent de la musique. Peut-être il y en a, mais j'ai pas pu bien trouver. Voilà. Mais quand même, évidemment, on peut appliquer ce qu'il disait, le théâtre jusqu'à l'opéra. Voilà. J'ai quelques scrupules à interrompre de ce bel échange, mais je sais qu'il va être poursuivi avec ça, et comme l'heure avance malheureusement, je propose de faire une pause maintenant et de poursuivre les débats dans la lignée de ce qui sera proposé par la suite pour pouvoir respecter malheureusement les horaires. Merci beaucoup. Merci.